ma conférence aujourd'hui, du PageRank au vecteur d'interprétation ou de représentation des sites, comment Google mesure l'autorité d'une page aujourd'hui. Alors, pourquoi cette évolution? Google évolue constamment, il y a des enjeux derrière ça. Je vous ai mis ici une courbe qui nous montre en fait finalement l'évolution de la puissance des ordinateurs. En parallèle, l'évolution du nombre de sites dans le monde, avec un petit trait, on le verra mieux, et on voit que finalement c'est assez parallèle. J'ai plus. C'est bon. Donc, pas trop de problèmes ici. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Il n'y a pas de pile dans le micro, je ne sais pas où. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants et le nombre de sites suit en parallèle. Par contre, le souci que l'on a, c'est que ces sites sont de plus en plus gros en nombre de pages, et puis ils ont des contenus de plus en plus importants. Donc finalement, il y a une problématique. D'un côté, la puissance informatique ne suit pas l'évolution du web, et derrière ça, c'est des enjeux économiques. Pour Google, c'est 900 000 serveurs. C'est l'équivalent de la consommation électrique de la Norvège. 5 ans avant, c'était la ville de San Francisco. Et donc, ces enjeux d'amélioration d'algorithmes, c'est pour pouvoir suivre l'évolution du web. Bien sûr, il y a des enjeux de qualité de service rendu, mais il y a avant tout une optimisation et une gestion des coûts qui sont derrière. J'ai des soucis de slide. Hop. Alors, tout le monde sait que Google, à la base, c'est le PageRank. Il y a toujours eu plein de communications sur le PageRank n'existe plus, il est mort, ça évolue. Bien sûr, pour vous faire un peu cette historique, je vais devoir partir du début. Le PageRank, c'est la base de l'algorithme de Google. Google donne une note de pertinence du contenu qui est multipliée par une note de popularité. Et la popularité des sites, c'est l'algorithme de PageRank qui a beaucoup évolué. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, le PageRank historique, celui de Stanford, développé par Larry Page et son acolyte, l'idée, c'est que ça va mesurer la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens sur Internet. On va imaginer qu'on n'a que 3 pages dans le web, elles se font des liens, elles ont une valeur de 1 au départ, et chaque page va transmettre son autorité, son PageRank, à l'autre page en suivant les liens. Donc la page bleue va donner 0,5 à la rouge et 0,5 à la verte, puisqu'elle fait 2 liens, donc ces 1 sont divisés par les 2 liens. La rouge va donner 1 à la verte, et la verte va donner 1 à la rouge. Et puis, on va faire ça plein de fois. Donc voilà, les nouvelles valeurs. Donc de mes nouvelles valeurs, je les redivise et je vais changer les valeurs. Et si on continue comme ça plein de fois, à un moment, on va arriver avec des valeurs qui ne vont plus bouger. Il y a ce qu'on appelle convergence. Ici, un petit graphique vous le montre. C'est-à-dire qu'au début, ça change beaucoup. Et puis là, vous pouvez faire le calcul. 1,2 divisé par 2, ça fait 0,6. 0,6 plus 0,6, ça fait 1,2. Et 0,6 de l'autre côté, ça ne bougera plus. Voilà. Donc le calcul du PageRank, à la base, il y avait ce besoin de convergence, d'arriver au bout d'un certain nombre d'itérations à une valeur qui était fixe, c'était le PageRank de chacune des pages. Et puis, en 2003, il y a 3 étudiants de Stanford qui ont développé un projet de nouveau moteur. Et à la sortie de leurs études, ils allaient le lancer, Caltix. Leur algorithme calculait 1000 fois plus vite le PageRank. C'est hyper important puisqu'il y avait cette problématique de coût de calcul pour l'énergie. Et surtout, dans 80% des cas, leur PageRank thématique était plus précis que le PageRank classique. Donc Caltix n'a jamais détrôné Google puisque tout simplement, Google les a rachetés à la sortie de leurs études. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir un seul PageRank, ils se sont dit si on faisait un PageRank par thématique avec des sites qui nous servaient d'origine pour définir des sites d'autorité dans cette thématique, on arrive à ces meilleurs résultats. Un an après, mars 2004, on a 2 autres étudiants de Stanford qui se sont dit le problème du PageRank, c'est que si on a des sites de spam, qu'on leur transmet de l'autorité grâce à ces liens, eux-mêmes vont transmettre de l'autorité à d'autres sites de spam, et on se retrouve avec plein de sites qui ont du spam dans les résultats. Et donc, ils ont développé un algorithme de Trust Rank en collaboration avec un chercheur de chez Yahoo pour justement détecter ces bons sites et ces mauvais sites. Donc, on est dans le SEO, on a mis du black and white. Voilà. Donc comment ils ont fait? Ils ont pris, je crois, de mémoire, 3 millions de sites qui avaient été classés grâce à AltaVista. C'était encore un moteur qui existait, qui avait été racheté par Yahoo avant Google. Dans ces sites, ils ont pris les 25 000 sites avec le plus gros PageRank, puisque Google, à l'époque, donnait la valeur de PageRank. Et dedans, grâce à différents filtres, en regardant par exemple s'ils sont présents dans les principaux annuaires, ils en ont sélectionné 7900. Ils ont refait une passe avec d'autres éléments. Et là, ils avaient un corpus de 1250 sites
qu'ils avaient vérifié manuellement pour dire que c'était des sites sources. Seed, c'est la graine en anglais. Donc c'était un set de sites sources. Et dedans, il y en avait encore, si on allait encore plus loin, 178 qui étaient très très bons. Ces 3 millions de sites, ils se sont dit, bah, on a des sites d'origine qui sont des sites sûrs, qui vont transmettre du trust aux autres grâce aux liens. Et avec ça, on va avoir un autre calcul. Et ils les ont regroupés par paquet. Donc dans le premier, 20 paquets, les 3 millions de sites. Donc dans le premier, il y avait 60 sites, c'est ceux avec le plus gros PageRank. Après, il y avait 360 sites, je crois, et ainsi de suite. Donc des paquets de plus en plus gros, mais avec des PageRank de plus en plus petits. Et dans chacun de ces paquets, ils ont pris 20 sites, donc un échantillon de 1000 sites, qu'ils sont allés vérifier manuellement pour voir si c'était des sites de qualité ou pas. Donc déjà, il y en avait dans ces 1000 sites 252 qui n'étaient pas existants, qui étaient vides, ou c'était des monopages ou des choses qui n'avaient pas d'intérêt. Et il y en avait 748 qui pouvaient être utilisés. Et dans ces 748, il y en a 135 qui étaient du spam, qui étaient des sites de mauvaise qualité, des bad sites, et puis des organisations ou de l'advertisement du loisir. Et des sites réputables, c'était des sites intéressants qui étaient un peu plus de la moitié finalement des sites exploitables. Et donc, ils ont comparé leur Trust Rank et le PageRank. On voit ici un problème avec le PageRank, justement avec ces mauvais sites qui ont un très gros PageRank qui arrivent à passer du PageRank à d'autres mauvais sites, bah, qu'il y a quasiment la moitié des sites dans la partie médiane de l'échantillon qui étaient des mauvais sites. Alors que, et même on en trouvait, voilà, c'est ce que je vous disais, dans le début de l'échantillon, donc les plus forts PageRank, on a des mauvais sites. Et à l'inverse, le TrustRank leur permettait, dans toute la première partie, de ne quasiment pas avoir de mauvais sites. Donc ils ont trouvé une façon de trier les mauvais sites des bons sites et d'éviter le spam. Alors, le défaut de leur méthode, donc ça c'est moi qui le rajoute, c'est que le PageRank est quand même bien meilleur pour classer les meilleurs sites qu'on retrouve ici. Les couleurs que l'on a ici, ça correspond aux organisations, donc ils vont être ici, et l'advertisement qui est ici. Voilà, donc ça c'est le TrustRank qui avait été expliqué en 2004 par un chercheur de Yahoo avec 2 étudiants de Stanford. Que dit Google par rapport au TrustRank? En 2007, ils criaient haut et fort, Google n'utilise pas de TrustRank. Ça, c'est des communications officielles de Google, même si on peut les prendre avec des pincettes que je vous donne. En 2011, Matt Cutts disait, pour Google, le trust, ce n'est pas un facteur de positionnement, mais c'est un ensemble de valeurs qu'on utilise. Mais en parallèle, en 2005, Google avait quand même déposé la marque TrustRank. Alors, je pense que c'était pour éviter qu'un concurrent développe quelque chose qui vienne concurrencer le PageRank. Et puis en 2009, ils n'en avaient plus besoin, donc ils ont arrêté de défendre cette marque qui ne leur servait à rien, puisque eux, c'est le PageRank. Mais peut-être qu'ils ont empêché Yahoo de sortir quelque chose, on ne sait pas, hein, on ne peut pas être devin, mais voilà, on est dans le monde des affaires. Autre brevet, on est en 2009, le Search Result Ranking basé sur le Trust. Donc ça, c'est un dépôt de brevet de Google. Alors ce brevet, a priori, n'est pas utilisé tel quel, mais il est intéressant pour voir l'évolution de la pensée de Google. Donc ici, alors c'est leur graphique, hein, c'est pas toujours très clair, on a un site qui est défini par des annotations. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est comme une étiquette qui va cataloguer votre site dans des catégories. Alors traduction de catégorie n'est pas très bonne en français, en anglais c'est le topic, un sujet, mais on n'utilise pas trop le terme sujet, c'est un peu plus restreint que des catégories. Et donc voilà, un site appartient à des catégories ou des sujets, et puis il va avoir une liste de vanités, c'est-à-dire des gens qui votent pour moi, donc qui me font des liens et qui me crédibilisent dans mon sujet ou mes sujets. Et puis il y a une trust list, c'est les gens vers lesquels je fais des liens, que je valide. Et ils avaient commencé dans ce brevet, c'est pour ça qu'il n'a pas été poursuivi, d'évaluer la possibilité d'avoir un trust button, un bouton où les gens propriétaires d'un site allaient, et identifiés grâce à des cookies, allaient finalement pouvoir voter pour d'autres sites. Donc c'était quand même un peu compliqué, mais ça peut ressembler un peu à nos partages sur les réseaux sociaux ou à nos likes ou nos choses comme ça, ou peut-être ce que Google a voulu faire avec Google Plus à une époque. Mais en tous les cas, ce brevet n'est pas utilisé. Mais des éléments comme par exemple, finalement, les sites sont une base de données de trust qui est en corrélation avec une base d'annotation, c'est-à-dire que les sites sont reliés à des trusts de différents sujets, nous montre vers où Google voulait aller par rapport au trust. Alors, celui-ci est très intéressant, un autre brevet de Google. Le premier dépôt était en 2006, donc avant celui qu'on vient de voir. Mais moi, ce qui m'intéresse,
c'est une continuation patent, c'est-à-dire qu'ils ont renouvelé le brevet en 2015. Ça veut dire que ce brevet est important pour eux, il est intéressant parce qu'ils continuent à le protéger. Et là, on a une approche complètement différente. On revient avec cette notion de page mère, ou pas de page mère, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, de site source. Et là, on a une approche complètement différente du PageRank, où finalement, on va avoir un set de pages sources qui vont devoir répondre à plusieurs critères. C'est des pages qui doivent être fiables, donc validées par des humains, elles sont bien, des sites qui sont au-delà de sous soupçon, bien connectés. Ça doit être des hubs avec des liens qui partent pour diffuser justement ce trust dans le web. D'où l'importance de faire des liens à l'intérieur de ces sites et pas d'essayer de ne recevoir que des liens et pas en donner aux autres. Et puis, ces sites peuvent couvrir et devraient couvrir de nombreux sujets justement pour pouvoir diffuser ce trust dans de nombreuses thématiques. Quand ils ont fait ce brevet, ils ont donné 2 exemples de sites. Un, l'annuaire de Google, qui existait en 2006, qui a fermé en 2011. L'annuaire de Google, c'était la data de Demos. Demos, c'était un énorme annuaire collaboratif qui a été le principal annuaire du web, on va dire. Alors, Yahoo était un énorme annuaire, mais Demos, ça fonctionnait comme Wikipédia, avec des gens qui validaient les sites et des revalidations, et les classaient dans les catégories. En 2011, c'était 5 millions de sites classés dans 1 million de catégories. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et Google et c'était de la data open source. Donc Google récupérait toute cette data et les classait en plus par PageRank. Et donc c'était ça l'annuaire de Google qu'on avait jusqu'en 2011. Et puis ils ont parlé aussi du New York Times, qui est un site, voilà, un gros média très connu, qui parle de plein de sujets avec de la rédaction de qualité, bien évidemment. Alors, et l'idée de ce Link Graph and Seed Sites, c'est de classer les sites non plus avec cette probabilité d'arriver sur une page, mais finalement de calculer la distance de lien en lien qu'il va y avoir entre une page et le site, et il n'y en a besoin que d'un, d'origine dans cette thématique. C'est-à-dire que c'est pas là, est-ce que j'ai plein de sites, mais c'est le lien le plus court vers un site au-delà de tout soupçon, un site. Parce que lui, il est fiable, donc s'il fait des liens, c'est que probablement cette page, elle devrait être fiable, et plus on va s'en éloigner, plus il y a de chances d'être vers du spam. Et en fait, on arrive à des résultats similaires qu'au PageRank, mais là, on n'a plus besoin de la convergence, et donc on a des énormes gains d'économie en termes de calcul. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a de nombreux sujets à couvrir, on en parlera tout à l'heure pour voir quelles sont l'étendue des sujets qui sont couverts par Google et par les différents outils. Et puis il y a de nombreuses langues également. Et la solution qui a été trouvée, qui est toute simple, c'est tout simplement d'avoir un serveur par sujet. Donc, imaginons j'ai un sujet sur l'assurance, ben, j'ai un serveur qui a mon set de départ de sites au-delà de tout soupçon dans l'assurance, et je calcule les connexions avec les pages, et donc je connais mon trust dans l'assurance. Voilà. Donc, ça c'est la version anglaise des détails, et puis ce qui est ici. Donc l'idée c'est de convertir le poids en longueur de lien, et puis donc ça va être et ce poids, ça va être des propriétés du lien et la source des liens. Donc les notions de PageRank et des choses comme ça, c'est qu'on peut mettre plein d'informations dedans pour donner plus ou moins d'épaisseur et de poids à un lien, mais tout ça on calcule une longueur finalement d'une page à une autre. C'est la distance et puis la position dans le lien dans la page, la police d'écriture. Et puis le degré de sortie, c'est est-ce que j'ai beaucoup de liens dans ma page, donc je vais diviser énormément le jus qui sort, ou j'ai peu de liens. Voilà. Maintenant, où on en est aujourd'hui, le brevet le plus important pour moi, c'est le Website Representation Vector, que j'ai traduit en interprétation dans mon titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, le vecteur de représentation, d'interprétation d'un site. C'est un brevet qui, à l'origine, est sorti en août 2018. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en août 2018 ? Un gros bouleversement dans la SERP, la Medical Update, où il y a eu des énormes chamboulements. Alors, on ne l'a pas associé au brevet, puisque tout simplement, le brevet il a été rendu public 2 ans après, en 2020. Mais c'est ce brevet-là qui a généré, entre autres, cet impact-là. Et là, on a eu des gros chamboulements. C'est très rare d'avoir des chamboulements comme ça, mais ça veut dire qu'il y avait des changements profonds dans l'algorithme de Google. Donc, que nous dit ce brevet ? L'idée, c'est qu'un site est caractérisé par un vecteur et que les caractéristiques du site vont être, d'une part, des textes, des images et des liens. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'avant, finalement, l'autorité d'un site se faisait par rapport aux liens. C'est que maintenant, elle se fait toujours par rapport aux liens. Les liens sont toujours aussi très importants, et en particulier pour le trust. Mais il y a aussi les textes, on en parlera un peu plus tard,
et les images. Pour moi, les images, très certainement qu'il y a une notion, est-ce que l'image qui est présente dans un site est unique et originale? Un site qui met ses propres photos sera très certainement un site de bien meilleure qualité que quelqu'un qui achète des photos sur telle ou telle plateforme, ou pire, qui va piquer sauvagement des photos dont il n'a pas des droits. Donc voilà un indice très simple pour imaginer si un site a un semblant d'autorité ou pas, et puis aussi pour identifier facilement des contenus pour adultes, par exemple. Euh, donc, on parlait des sujets. Pour Google, il y a 620 topics qu'on retrouve dans l'API Natural Language. Et chez Majestic, puisque je vais vous montrer en quoi l'outil de Majestic est intéressant, il y a 800 topics. Voilà. Donc le brevet catégorisait également les sites avec des étiquettes, donc avec éventuellement des auteurs, dans quelle industrie on a de l'expertise, avec des niveaux d'expertise. Et il donnait l'exemple dans le brevet du médecin, de l'étudiant ou du profane. Effectivement, tout ce qui est Your Money, Your Life ou EAT, c'est des choses qui ont été très touchées avec cette... mais en fait, on n'a pas vu passer ces éléments-là, qui étaient aussi très importants et qui correspondaient à la structuration de l'algo. Voilà, et donc les étiquettes, on peut imaginer, bah tiens, un nom de domaine peut se retrouver avec une étiquette de spam et donc être grillé pour la suite. Pardon, je suis allé un peu vite, ou l'historique, les pénalités, et ainsi de suite. Voilà. Donc, comment fait Google? Alors là, c'est un graphique un peu complexe, c'est-à-dire que d'abord, il trie le web pour comprendre et trouver, grâce à l'intelligence artificielle, tout un tas d'éléments pour construire ses vecteurs. Et ensuite, quand il y a un nouveau site, bah, il va le comparer. Et grâce aux vecteurs, il va trouver lesquels sites sont les plus proches. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces vecteurs, ce n'est pas une histoire de faire du jumeau d'un autre site, c'est-à-dire qu'ils analysent énormément de facteurs que l'on ne va même pas percevoir sur quel type de lien on reçoit, comment c'est structuré, et ainsi de suite, la richesse sémantique, et voilà. Donc, tout un tas d'éléments, je vous les ai un peu expliqués. L'élément dont je n'ai pas parlé, qui est très important, c'est la couverture thématique qui mesure la compétence d'un site. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas suffisamment de votre sujet ou du sujet sur lequel vous voulez monter, vous n'allez pas avoir d'expertise. J'avais donné un exemple dans le secteur du voyage à l'IFTM, qui est le salon du tourisme où je faisais une conférence. J'avais pris la requête Voyage Cuba. Et si un site n'a pas au moins 50 pages qui parlent de Cuba dans son site, il ne pourra jamais remonter sur la requête Voyage Cuba. Donc, par exemple, une agence de voyage qui aura une page par pays, bah, il ne remontera jamais sur Voyage quelque chose. Et ce n'est pas juste la quantité de pages qu'il faut mettre dans votre site, c'est la façon dont elles sont organisées et maillées qui est importante également. C'est-à-dire que Google, Google déteste le near duplicate ou la cannibalisation à l'intérieur des sites. Voilà, donc d'où l'importance de structurer, d'organiser son contenu. Voilà. Maintenant, autre pseudo-erreur de mon titre du départ, je vous ai parlé de l'autorité d'une page. En fait, l'autorité se mesure plutôt au niveau du site. La page, on va mesurer la popularité. Bon, là, je joue un peu sur les mots, mais... Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du dataset de départ, c'est-à-dire le super annuaire Demos qui n'existe plus aujourd'hui, mais il existe en ligne, mais il n'est plus mis à jour. Voilà les catégories qu'ils avaient. Et si je mets celle de Majestic, c'est exactement les mêmes. Puisque Majestic, dès le début, avait compris que les moteurs utilisaient, puisqu'ils avaient besoin de milliers ou de millions de sites qui avaient été validés par des humains dans des thématiques, bah c'est super. Ça existe en open source, il n'y a pas besoin de payer des gens, c'est gratos. Donc c'est ce qu'a fait Google, il a utilisé la data open source. Bah, Majestic a fait la même, hein, on a pris la même data, et c'est pour ça que le TrustFlow marche aussi bien. Parce que le set de départ, l'échantillon, est fait en grande partie par rapport au site de Demos, historiquement. Donc, j'ai, petit trait d'humour, changé, en fait, c'est qu'il y avait dans Demos, il y a un annuaire spécialement pour les enfants, et alors qu'ils sont répartis aussi dans les autres catégories, et ils ont un annuaire spécialement pour les adultes, donc Majestic n'a pas mélangé les deux, hein, mais ça ne rentrait pas sur mes slides sinon. Voilà. Et puis, si vous allez par exemple dans Google Trends, vous avez des sujets. Vous pouvez regarder les tendances sujet par sujet, et vous allez trouver tous les sujets de Google. Et petit trait d'humour, ils en ont un pour le référencement et les liens. Ce qui n'existe pas dans Majestic. Voilà. Je me suis amusé à demander à mes développeurs de me faire un petit outil là, avant la conférence avec l'outil de Google sur l'API du Natural Language. Donc j'ai mis le descriptif de ma conférence là, que vous avez lu et qui vous a donné envie de venir. Et puis voilà, Google le classe dans Internet, Télécom, Web Services à 69%. C'est-à-dire que Google analyse un texte et très rapidement, il est capable de savoir de quel sujet ce texte parle. Donc, mon texte parle de ce sujet, et il va pouvoir comparer la qualité des liens qu'il reçoit. Est-ce que les liens que je reçois ont de l'autorité
dans ce sujet. Parce que si on m'envoie des liens qui ont de l'autorité dans le voyage ou dans les travaux, ça n'a aucun intérêt. Ça ne crédibilise, enfin, ça n'a aucun intérêt. Ça envoie du PageRank quand même, mais il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de trust. Et puis, je suis allé prendre une page de netlinking où le contenu est plus étoffé. Ben là, on est aussi en web services à 82% et en business services à 75%. Donc, voilà la nomenclature de Google, en fait. Alors, ici, je suis allé prendre différents sujets qui sont relayés à la catégorie finance et aux sous-catégories qui sont liées à la finance. J'ai mis en comparaison celle de Majestic. Donc, ici, ils ont la comptabilité. Ici, ils ont le financial services, mais qui regroupe du banking et de l'assurance, ou de l'investing qui est ici. Et puis il y a aussi chez Majestic du personal finances. Alors, c'est assez différent, mais finalement c'est très proche parce que les sites qui ont servi de base pour créer cet échantillon, ces seed sites, sont les mêmes. Après, c'est une nomenclature qui est assez proche. Donc si vous êtes là-dedans et que vous recevez du trust flow là-dedans, c'est très bien généralement. Et c'est pour ça que le trust flow marche aussi bien quand on regarde les métriques des liens. Real estate, donc là on a Majestic, ici on a Google, et ici je suis retourné voir dans Demos. Donc la catégorie de Demos, il y a 25 catégories, et encore on peut redescendre dans les catégories, dans des sous-catégories. Donc là il y en a encore 3. On pourrait aller ici, et il y a encore 32 langues, ou 37 langues, je ne vois pas d'ici. Voilà, donc il y a un juste milieu à trouver. Suffisamment de catégories pour couvrir les différents sujets, mais pas trop pour pas non plus s'éparpiller, puisque chaque catégorie, pour chaque langue, c'est un serveur. Donc Google a dû trouver, et a priori pour moi, c'est sa catégorisation de l'API Natural Language, qui est de 620 ou 680 catégories, qui est utilisée par Google. Alors, voilà, donc le souci pour Google, et c'est pour ça aussi que le vecteur d'interprétation ou de représentation des sites est important, c'est qu'il lui permet d'identifier des nouveaux sites qu'il va considérer comme des sites sources fiables. Mais votre objectif en tant qu'SEO, ce n'est pas d'être une source fiable. En fait, la source fiable sert juste à crédibiliser les autres. C'est d'être proche de ces sources fiables, de recevoir des liens qui sont proches de ces sources fiables. Et c'est là où on se trompe, c'est-à-dire qu'on essaye de calquer. Alors, c'est très bien, ça permet de faire du très bon contenu et c'est des belles choses à faire, mais c'est des efforts qui ne sont pas forcément les plus payants en productivité. On essaye de calquer pour apparaître comme une source fiable, mais ce n'est pas parce qu'on est une source fiable qu'on sera les premiers. Les sources fiables servent à crédibiliser parce que les mots-clés sont infinis et que les sources fiables ne peuvent pas monter sur tous les mots-clés. Donc, une fois qu'on a compris cette transmission du jus et de la popularité et de l'autorité vers votre site, comment celle-ci se diffuse à l'intérieur de votre site. Donc, j'ai ma page d'accueil qui va recevoir des liens d'autres sites qui vont lui transmettre de la popularité, donc du PageRank, et de l'autorité, donc du PageRank thématique. On va donner une valeur numérique, donc là je reçois 9000 points. On va imaginer que ma page fait 30 liens, donc elle va diviser ces 9000 par 30 liens, et donc elle va transmettre 300 de popularité à une page quand elle fait un lien. Cette page, on va imaginer qu'elle fait 50 liens, donc c'est ma catégorie blog dans mon site. Hop, pour ma page 3, que je peux cliquer en bas, ici, je vais ne recevoir que 30 divisé par 50, plus que 6 points d'autorité. Et puis, si je veux aller dans la page 4 que je ne pouvais pas avoir ici, je dois cliquer ici, j'ai plus que 0,12. Et puis, mon article de blog qui est ici n'a plus que 0,24. Il est 4 millions de fois plus faible que ma page d'accueil, en ayant juste entre 30 et 50 liens par page, en étant à 4 clics de la page d'accueil. Donc ça, c'est vraiment une notion fondamentale à comprendre. Le maillage interne de votre site, plus vous faites des liens dans une page, plus vous divisez le jus. Plus votre page est loin de votre page d'accueil, qui est en théorie celle qui a le plus de jus, moins votre page aura de jus. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, Majestic, très bon outil pour mesurer le trust flow. Ce qui nous trompe souvent dans l'utilisation de Majestic, c'est que c'est une valeur logarithmique. 40, c'est 10 fois plus petit que 50. Je vais vous le montrer ici avec le graphique. Donc voilà, ici j'ai 53 en Society Law. Le petit truc marron de 33 ici, ça représente que ça. Et puis, si je grossis ici, j'ai mon 29 qui est ici, qui est en fait ce petit trait, et on voit que 29, c'est 4 fois plus petit que 33 ici. Donc voilà, mon 29 ici, qui paraît quand même pas très loin du 33, en fait, il est tout petit, et par rapport au 40, il est encore beaucoup plus petit. Et au 53, il n'a rien à voir. Donc c'est logarithmique. Donc en fait, ce site-là a énormément d'autorité en Society Law, et très très peu en Government. Alors 29, c'est une très bonne valeur déjà, mais il l'écrase par rapport à l'autre. Et donc les sites transmettent de l'autorité, et Majestic, justement, c'est le seul outil qui nous permet de mesurer cette autorité par rapport aux liens.
Babar va vous proposer une autorité qui, elle, va être valorisée par rapport au contenu, un peu ce que je vous ai montré avec l'API Natural Language. C'est-à-dire qu'il considère que, et c'est juste aussi, c'est-à-dire qu'il y a une notion de proximité sémantique entre les pages. Vous avez deux pages qui sont thématisées dans des sujets proches ou les mêmes, les liens qu'elles vont se faire auront beaucoup plus de poids. Voilà. Mais sur la transmission de la popularité par le jus, enfin par les liens, pardon, c'est Majestic qui est le plus efficace. Alors, petit retour dans l'histoire. Le premier, ben, on y était, hein, le premier Search Why en février, je ne sais plus combien, en 2000. Voilà, il y avait un article qui était sorti et je voulais montrer comment se diffusait le TrustFlow dans un site. Et j'avais pris un article de Marjolaine qui, dans le JDD, annonçait l'événement. Pardon, c'était la deuxième édition. Et donc, ici, j'ai le TrustFlow donné par Majestic sur la page d'accueil et puis sur les pages internes, une catégorie, un article de niveau 2, un article de niveau 3. Et donc, on va imaginer qu'ici, c'est une valeur de 10. C'est logarithmique, 20, c'est 10 fois plus que 10, donc c'est 100. 23, c'est 400, et ainsi de suite. Et 67, c'est 8 millions. Ma page d'accueil fait 333 liens, donc j'ai cumulé les liens dofollow et nofollow, puisqu'en fait, même si c'est du nofollow, ça divise quand même le jus. Et donc, si je divise 8 millions par 333 et que je retire les 15% de pertes qui sont dans la formule, j'arrive à la même valeur qu'ici. Voilà, c'est mathématique, hein, le SEO. Donc, vous vous souvenez le passage là, où il ne me reste plus grand-chose à 4 liens? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Il faut faire du maillage interne et puis passer vers des articles depuis sa page d'accueil qui vont eux-mêmes rejoindre des articles. Et là, j'ai 5000 fois plus de jus sur mon article ici plutôt que de l'avoir rangé bêtement dans des catégories au fin fond de mon site à 4 clics de la page d'accueil. Voilà l'importance de faire du maillage interne, les structurations en silo, en topical cluster, en cocon sémantique, en ce que vous voulez. Maintenant, petite démonstration par l'exemple. Je prends un site à moi qui végète depuis quelques temps, qui n'a pas de mots-clés, qui n'a pas de trafic, qui n'a pas de domaine référent, qui n'a pas de TrustFlow, puisqu'il n'a pas de domaine référent ni de citation flow. On fait une analyse sémantique avec Netlinking. On va lui choisir quelques sites pour lui faire des liens. Je fais un premier lien sur la page d'accueil d'un site qui, lui, a du TrustFlow. Dans le social science, là, on est sur la lutte contre la dépression, c'est le bon topic. Et puis, ce lien va servir à transmettre de l'autorité. Donc, quand on a fait le lien, on a transmis un pourcentage du PageRank, du topical PageRank de ce site-là, donc mesuré avec le TrustFlow de Majestic, et donc il est passé à 26. Et puis, on a fait d'autres liens dans des sites proches thématiquement. Voilà, on a fait 3 liens vers ce site qui n'avait aucun lien. On va regarder ces 3 sites, qu'est-ce qu'ils valaient en termes de métriques à part leur TrustFlow. Ben, en fait, c'est des petits sites. Ils n'avaient quasiment pas de domaine référent, ils avaient un petit peu de mots-clés, un peu de trafic, mais rien, là, 2 mots-clés, 2 de trafic, 77 mots-clés, 8 mots-clés, 10 de trafic. C'est vraiment des tout petits sites avec 8 domaines référents, 4 domaines référents. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ici, on voit le premier lien. Donc là, mon site n'avait pas de trafic, pas de mots-clés. Je végétais depuis des années. Donc la courbe verte, c'est le nombre de mots-clés, et la courbe bleue, le trafic. 0 domaine référent. Il passe à 1 domaine référent. On voit ici que le TrustFlow monte avec l'historique de SEO Observer. Donc c'était le lien homepage qu'a donné. On voit que les mots-clés commencent à grimper. On rajoute les 2 autres liens. On est passé à 2,54 trafic. Voilà, juste avec 3 liens, parce qu'on a emmené la bonne autorité et la bonne popularité au site. Et ce n'est pas une question de quantité de liens, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le lien le plus proche. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon lien qui lui fait un lien homepage, il est proche d'un site d'autorité. C'est pour ça qu'il a un gros TrustFlow. Et donc, il a fait monter l'autorité de celui-ci. Ça ne suffit pas. Il a fallu aussi crédibiliser les choses avec d'autres liens dans la thématique. Google a des contre-mesures pour éviter qu'un lien fasse décoller un site. Et puis pour finir, puisqu'il me reste que quelques secondes, on va parler des liens médias. Voilà, des liens sur des gros médias, c'est a priori très intéressant. En tous les cas, c'est très très cher. Et ça devrait nous emmener énormément de popularité ou d'autorité. Donc ici, j'ai un site qui reçoit énormément de liens. Tout à l'heure, on était à 9000, là on est à 400 millions. C'est l'équivalent du Monde. 83 de TrustFlow. Et le Monde, sur sa page d'accueil, il y a 464 liens qui sortent. Donc, si je pars de ma page d'accueil du Monde, bah, je divise par 464, par 450, et voilà, quand je suis à 4 clics de la page d'accueil du Monde, il ne reste plus que ça comme juste sur la page. Et si cet article me fait un lien, voilà ce qu'il me transmet. Je pars de 400 millions, il reste 0,0002 de jus. 5000 €, c'est cher.
Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle une stratégie de N2, on va mettre cet article sous perfusion, on va aller directement lui faire des liens pour lui apporter du trust, et donc il va passer à 6000, divisé par 450, il y a beaucoup de liens sur les pages du Monde. Alors le Monde ne vend pas d'articles à ma connaissance, hein, j'ai juste pris pour des valeurs, je tiens à éviter des problèmes à ces gens-là si jamais on m'entendait. Voilà, et donc là on va transmettre 13,3 d'autorité, malgré une division par 450, et donc là, finalement, ce lien devient 1 million de fois plus fort en ayant juste rajouté 3 petits liens qui pointent. On appelle ça une stratégie de niveau 2 chez nous. C'est pour justement mettre sous perfusion des articles au-delà de tout soupçon sur des gros médias mais qui ne transmettent plus de jus. Je vais vous le montrer par l'exemple et j'en aurai fini. Donc je prends un exemple sur les Échos. J'avais fait cette slide-là vers le 15 mai. Hein, donc un article qui venait d'être publié, qui était à 2 clics de la page d'accueil des Échos, n'avait que, c'est quand même déjà une bonne valeur, 18 de trust flow. La semaine d'avant, le 6 mai, 12. 2 mois avant, le 14 mars, 7. En janvier, donc on n'est pas loin, on est 4 mois avant, 0. Et puis un petit article qu'on a perfusé, 16. Voilà comment on peut jouer avec les articles et les liens médias si on a compris comment justement transmettre de l'autorité et du jus. Et j'en ai fini. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions? Merci à vous.